très général et que ça ne sera pas contesté tout le temps comme ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je précise que j'ai donné ceci, hein, c'est-à-dire le plan des deux premiers chapitres que vous retrouvez sur le livre. Nous avons fait le premier chapitre avec l'objectif thérapie et aujourd'hui nous allons nous occuper du chapitre 2, le corps et la diversité des types. Alors, pas de une feuille recto verso, alors je sais que c'est plus important, mais ça c'est pas grave, c'est-à-dire que vous allez à le recto et hop, le verso il se retourne comme ça. Ça, passer de la Madame, vous me donnez le papier de la semaine dernière, s'il vous plaît? Je l'ai oublié chez moi. Ben non. Pas de souci. Je viens de dire que je les avais pas. D'abord, j'avais oublié de leur ramener le peu qui me restait. Et voilà. Et donc, je peux pas. Donc, j'en rapporterai la prochaine fois. Non, mais la prochaine fois, je les aurai. C'est juste que je les ai oubliés, en fait. Alors, 2. Alors, on peut parler d'essor et de diversité des flux, on pourrait même dire peut-être en comparaison de diversité, à l'esprit se multiplie, augmente en volume. Il est utile de distinguer deux choses. Écoutez-moi, c'est pas du tout compliqué, mais justement, il faut les avoir en tête. Donc la mondialisation, c'est de plus en plus de flux. Et des flux de plus en plus importants. Donc les flux, ça veut dire, des flux, c'est-à-dire, le mot qui est le plus synonyme, il y a jamais de synonyme, c'est courant. On parle de flux d'air, de flux d'eau, etc. Des courants, c'est-à-dire des mouvements en circulation qui se déplacent. Et on utilise ce terme de flux pour parler des échanges principalement, et aussi pour parler des migrations, c'est-à-dire des déplacements de personnes. Vous savez là comment on dit ? Voilà, des flux égale des courants, de masse à la circulation, donc des échanges, entendu surtout du point de vue économique, et éventuellement on peut aussi élargir les échanges culturels, par exemple, et les migrations. Les migrations n'étant pas des échanges, on n'échange pas des personnes comme on échange des marchandises. Alors,
essor des flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces flux grossissent. Ça veut dire qu'il y a davantage de marchandises qui sont échangées, par exemple, ou encore qu'il y a davantage de personnes qui se déplacent. Internet déjà. Rien que par Internet déjà. Sauf que nous allons assez peu nous intéresser aux migrations touristiques. Donc ça, essor des flux, ça veut dire des flux. Mais ça veut dire aussi diversité ou diversification, ça veut dire des flux de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui se déplacent, que l'on échange en quelque sorte. Il y a de plus en plus d'importation et d'exportation de biens matériels ou immatériels qui sont échangés. C'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des flux, des courants qui existaient déjà aussi, et puis il y a des nouveaux courants qui n'existaient pas auparavant. Donc ça, c'était pour préciser en fait les termes de Alors, en fait, je me suis aperçue qu'il fallait que je modifie un tout petit peu le plan que je vous ai présenté, là, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça ne va pas changer beaucoup de choses, ça ne va pas changer au départ. Donc, on va s'intéresser d'abord au flux de marchandises, première partie du banqueur. Et on peut dire plus précisément au flux de biens matériels. Donc cette fois, je leur ai écrit le plan parce que je l'ai un peu modifié. Je ne le réécrirai pas forcément tout le temps. Donc j'ajoute, et vous pouvez ajouter une précision. Oui. C'est-à-dire les biens matériels. Non, parce qu'il n'y a pas... qui est venu, justement. Ça, il ne faut pas le mettre là. Vous pouvez le laisser, il faut le mettre. Comment? Donc ça serait le point 1, les biens matériels. Donc ça va marquer le point 1, vous en avez les partisans. Donc il faut prendre le minimum. Donc là, il va falloir faire un peu de vocabulaire, encore je sais que c'est un studio, mais c'est nécessaire. Donc, les marchandises, c'est-à-dire, en fait,
ce qui est l'objet d'échange, qui s'achète et qui se vend, qui est l'objet d'échange et pas simplement qui se vend et qui s'achète, mais qui est produit pour être vendu et donc acheté dans d'autres. Alors, quand on parle de marchandises au sens strict, je vais le plus là. Quand on parle de marchandises sans précision, en général, on a l'habitude de penser à ce qu'on fait plus précisément les biens matériels, c'est-à-dire ce qu'est une matérialité. On peut toucher, qu'on transporte dans des avions, mais il y a aussi des biens immatériels qui sont aussi des marchandises. C'est le cas en particulier des services. Des services, les marchands, les services sont produits pour être changés. On peut mettre dans le plan, on peut les mettre avec les biens matériels, mais on peut faire un autre plan de question d'organisation et de rendement. Ça, c'est pas par rapport au plan, c'est pas décidé. Ce qui est important, c'est de bien comprendre ça. Donc aujourd'hui, justement avec la mondialisation, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de biens matériels sont aussi des marchandises. Vous vous rappelez peut-être, vous avez peut-être entendu ce slogan, non à la marchandisation de la santé ou de l'éducation, par exemple. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, dont je suis, une partie de la communauté de ce point, je voudrais éviter que la santé et l'éducation en France, on devienne des marchandises, c'est déjà parti, ils deviennent des consommateurs. C'est-à-dire que produits. Il y a des simulations sur le site de l'université, il y a des marchés, qui sont d'autres informations. Parce que vous avez un grand développement de la propre information. Bon, on va y revenir tout à l'heure, j'anticipe, mais c'était pour vous faire comprendre la logique du truc. Les marchandises, c'est pas seulement en fait le bien matériel, même si c'est bien matériel, c'est l'essentiel des marchandises. Oui, on pourrait dire que vous pouvez en trouver dans alors, les biens matériels, premier point, encore précisant du vocabulaire. C'est ce que je vous ai mis là, donc ça ne sera pas la peine de repérer les définitions. Donc, on peut, dans les biens matériels, distinguer les produits bruts, les produits primaires et les produits manufacturés. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ouais. Alors, les matières premières, ce qu'on appelle ordinairement les matières premières, dont les minerais, dont aussi le pétrole, le charbon. Alors, reprenons. Les matières premières, les produits bruts, ce sont les produits non transformés. Oui, les produits non transformés qui sont peu transformés. C'est toujours quand même, ne serait-ce que pour extraire du minerai, il faut un certain nombre de transformations. C'est les produits peu transformés et qui ne sont pas utilisés directement ensuite, qui vont être par la suite transformés, qui vont servir à autre chose. Primaire brut, oui, alors le vocabulaire il n'est pas super bien fixé, il n'y a pas une seule expression, mais primaire et brut. Ça revient au même, donc c'est équivalent. Si vous voulez, l'idée de primaire, elle suggère qu'après il va y avoir du secondaire, c'est-à-dire qui vont être transformés. Donc, ce qu'on appelle ordinairement matières premières, ce sont les matières premières pour l'industrie, c'est-à-dire les minerais, le
c'est le minerai, c'est le fer, le cuivre, l'uranium, etc. Ce sont les matières premières qui sont utilisées soit comme une source d'énergie, pétrole, charbon, soit les mêmes pétrole, charbon, et c'est pas tout à fait la même chose. En fait, source d'énergie, c'est pas exactement matière première en fait. C'est ce que je vous ai dit là, parce que le pétrole, le charbon, l'uranium, ce sont des sources d'énergie. Et le pétrole et le charbon, ce sont aussi des matières premières, notamment pour l'industrie chimique. On fait des produits chimiques avec le pétrole et avec le charbon. D'accord ? C'est-à-dire que le pétrole et le charbon, qui sont primaires, on les transforme pour faire des produits chimiques et qui seront des produits manufacturés en biogène. Quand ce sont les sources d'énergie, c'est pas exactement des produits bruts primaires. On fait brûler le pétrole dans des centrales thermiques ou dans les filières en particulier pour produire de l'énergie. Ce sont aussi des produits agricoles non transformés, qui sont destinés à l'alimentation suivante, à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale, mais qui ne sont pas toujours destinés à l'alimentation. Alors il y a depuis longtemps des produits agricoles qui ne sont pas destinés à l'alimentation, on peut penser en particulier au coton ou au lin, qui sont des plantes cultivées pour faire des textiles. Aujourd'hui, il y a d'autres produits agricoles qui sont produits pour autre chose, c'est ce qu'on appelle les biocarburants. Qui sont destinés à l'alimentation. Donc, principaux produits primaires, les matières premières proprement dites, des produits agricoles non transformés et les sources d'énergie qui sont minérales. Alors, ces flux, ce sont de gros flux parce qu'il y en a beaucoup et que ça prend de la place. Il y a un volume important. Ce sont des flux très importants par leur volume. Mais ce sont des flux relativement peu importants par leur valeur marchande. Alors, un point là, ça aussi c'est des choses que je précise bien au début, que ensuite je rappellerai très vite et même que je ne devrais pas avoir à rappeler. Donc, c'est par là. Les flux, on peut les mesurer de ces deux façons-là, soit par le volume, soit par la valeur. Le volume, eh bien, comparons des millions de tonnes de pétrole, et puis comparons des puces électroniques, des médicaments, de l'or, ça va être des marchandises échangées très importantes, mais qui, relativement, représentent un faible volume. C'est pas gros, ça prend pas beaucoup de place. Mais ça a une valeur élevée. Alors, le volume, ça compte, parce que les millions de tonnes de blé, de riz, de charbon, de pétrole, etc., ça prend beaucoup de place. Ça nécessite de gros bateaux spécialisés, ça nécessite des ports aménagés pour recevoir ces gros bateaux. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Mais, dans le monde des produits, ce qui compte le plus, c'est la valeur marchande. C'est ce qu'on mesure ordinairement en dollars. Dans d'autres monnaies, mais plus souvent en dollars, pour les échanges internationaux. Relativement, le pétrole, ça coûte très cher. Même si le prix augmente, ça coûte très cher. Le blé, le riz, même chose. Même si le prix augmente, et même si c'est fondamental pour la vie des hommes, c'est très cher. Ça a un peu de valeur d'échange. Un peu de valeur marchande. Tandis que d'autres produits, qui ne sont pas du tout primaires, qui sont des produits très élaborés, si on prend les exemples que j'ai cités de composants électroniques essentiels tout petits, de médicaments ou autres, ben ceux-là, ils ont une valeur élevée. Parce qu'il y a énormément d'opérations, de travaux, de conception, de recherche même, qui ont été faites entre les matières premières. Ça leur donne une valeur ajoutée élevée. Tous les on arrive à la deuxième catégorie, les produits manufacturés, c'est-à-dire
qui ont été fabriqués dans des usines. Autrefois, les usines, ça s'appelait des manufactures. Avant même la grande industrie, on parlait de manufacture. Manufacture, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillaient à la main. Aujourd'hui, ça a perdu ce sens précis-là, qui sont produits dans les usines. Donc, dans les produits manufacturés, il y a des produits à haute valeur ajoutée, comme les exemples que j'ai cités, pardon. Ce n'est pas le cas de tous les produits manufacturés. Par exemple, en particulier dans l'industrie textile, la plupart des produits ont une faible valeur marchande, une faible valeur ajoutée. Du coton, des vêtements en coton ou en matière synthétique, quand ce n'est pas de la haute couture, ça a une valeur qui est peu élevée. En tout cas, peu élevée si on compare leur valeur par unité de volume à celle des produits à haute valeur ajoutée. Donc, les produits manufacturés qui sont extrêmement nombreux, qui sont de plus en plus nombreux. C'est une caractéristique du monde contemporain aussi, de la création continue de produits nouveaux, de produits destinés à être consommés avant tout, et non pas de produits conçus en fonction de leur utilité, mais des produits conçus uniquement parce qu'ils sont des marchandises financières. Et ce sont ces flux de produits manufacturés, tous confondus, qui sont les plus importants en valeur. Alors, je vous ai mis quelques chiffres simples, des ordres de grandeur très approximatifs. Pour les produits primaires, environ 12% de l'exportation mondiale en 2008. Pour les produits manufacturés, environ 80% des échanges de marchandises au sens strict, alors qu'il n'en représentait que 60% en 1970. Et donc environ 65% de la valeur des exportations totales. Je n'ai pas précisé, ça va de soi, je vais le préciser, qu'à propos de tous ces flux, nous parlons de flux internationaux qui supposent le franchissement d'au moins une frontière. Nous ne nous occupons pas des flux qui se produisent et qui existent à l'intérieur des territoires nationaux. Alors, vous avez là, pas dire quelque chose, un document de mauvaise qualité, un graphique du commerce mondial des marchandises par grand groupe de produits. Et on y retrouve ce dont je viens de vous parler, appelé à peine un peu différemment, les produits manufacturés, les produits des industries extractives, c'est-à-dire minerais, pétrole, charbon, etc., et les produits agricoles. Donc ce graphique, il montre une évolution sur un temps long, de 1950 à 2006. Donc en fait, le temps de cette mondialisation contemporaine. Donc c'est un graphique logarithmique. Donc je ne vais pas vous faire des maths, je ne vais pas vous expliquer ça, parce que je ne pourrais pas beaucoup bien l'expliquer. Si vous voulez vous demander pour des maths, c'est parce que c'est au programme, c'est comme des maths. Donc ça veut dire que vous voyez que l'échelle du volume, elle n'est pas arithmétique. C'est-à-dire qu'il y a le même espace entre 500 et 1000 que entre 0 et 250, que entre 2500 et 5000. Vous voyez, c'est pas des erreurs, c'est parce que c'est une échelle logarithmique, ce sont d'autres grandeurs mathématiques qui sont utilisées. C'est pour avoir une courbe qui ne soit pas quasi verticale, en fait, que ça soit plus expressif et que le graphique ait davantage d'utilité. L'autre remarque qu'il faut faire, c'est qu'il s'agit du volume du commerce mondial, pas de la valeur, c'est fait exprès. Et d'autre part, troisième remarque, il s'agit, les grandeurs qui sont portées sont des indices, de manière à pouvoir comparer justement ces volumes. Donc indice, ça veut dire qu'on attribue
à la valeur pour chaque produit, l'indice 100 en 1950. On part de la base 100. On avait par exemple, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas rapproché, on avait par exemple 500 millions de tonnes de produits agricoles en 1950. On met 500 millions de tonnes s'agissant de produits agricoles. On avait par exemple 400 millions de tonnes pour les combustibles et produits des industries extractives, on met 100. On avait 100 millions de tonnes pour les produits manufacturés, on met indice 100. Et ensuite, les autres valeurs, on les rapporte à l'indice 100. C'est pas passer à vous, moi je cherche, je ne sais pas si vous avez compris l'explication mathématique. On se donne une base, ce qu'on veut savoir, c'est pas exactement combien il y en avait échangé à chaque époque. On veut savoir comment ça évolue, dans quelle proportion ça évolue. Donc pour établir cette proportion de l'évolution, on se donne une base de ça, on rapporte à ça. Donc on regarde, donc ce pourquoi j'ai dit 500 millions de tonnes, base de 100 en 1950, donc indice 100. L'année où c'est passé à 2 fois 500 à 1000 millions de tonnes, ça sera indice 200. D'accord? Vous ne comprenez pas du tout? Mais pourquoi on ne part pas de zéro en fait? C'est 100%. En fait, c'est 100% en 1950, puis après c'est 200% en 1950%. Ok. La valeur de 1950, on dit qu'elle est 100%. Donc ça augmente en plus, alors ça devient davantage. On calcule le pourcentage là-dessus pour les autres grandeurs. Ça facilite les comparaisons. Parce que pour chacun de ces produits, on veut voir comment il a évolué entre 1950 et 2006. C'est uniquement ça qui nous intéresse. Bon, alors, regardons-le, le graphique. On y voit quoi? On y voit surtout que la courbe des produits manufacturés, elle s'élève beaucoup plus haut que les autres. Ça veut dire que la croissance du volume du commerce des produits manufacturés a été beaucoup plus forte que la croissance du volume des autres produits. Mais aussi, d'ailleurs, elle n'est pas négligeable, parce que les produits agricoles, indice 100 en 1950, indice 700 en 2006. Ça veut dire une multiplication par 7. Mais les produits manufacturés, c'est indice 6000. Donc ça veut dire une multiplication par 600. D'accord? Multiplication par 7, multiplication par 600. C'est pas la même chose. C'est ça que montre ce graphique. Donc il montre que tout le volume de tout a beaucoup augmenté parce que multiplication par 7, mais qu'à l'intérieur de cette augmentation générale, les produits manufacturés, ça a, on pourrait dire, presque explosé par rapport à d'autres produits. D'accord? Donc, vous pouvez vous mettre dans le cours, vous pouvez vous mettre voir graphique, volume du commerce mondial, etc. Vous rappelez que il y a cette idée-là, donc les produits, le volume des produits manufacturés qui a augmenté beaucoup plus que celui des autres produits. Oui. Oui. Entrez. Je ne vais pas ouvrir en plus parce que j'ai pas trouvé de. Ouais, pardon, j'ai pas ouvert avec le truc alors que je cherche la semaine dernière. Il est parti. Donc en fait, souvent voilà, c'est des échanges de marchandises et surtout les échanges de produits manufacturés. Ben, c'est vraiment
le cœur de la mondialisation. C'est la manifestation majeure de la mondialisation, vous l'avez dit la semaine dernière. C'est ce par quoi on voit et on perçoit la mondialisation, mais c'est aussi, en même temps, c'est ce qu'elle est fondamentalement. Donc les échanges de produits manufacturés sont véritablement au cœur de la mondialisation. Non, c'est pas le titre du 2 que j'ai anticipé. Donc leur croissance s'explique par l'augmentation de la production et de la consommation. Je vais mettre entre parenthèses multiplication des produits nouveaux. Donc toujours des produits nouveaux augmentation de la production et de la consommation. Oui. Donc les échanges de produits manufacturés sont au cœur de la mondialisation. Leur croissance s'explique d'abord par l'augmentation de la production et de la consommation, avec la multiplication de ces niveaux. Vous voyez ce que ça suppose, hein, une multiplication des produits nouveaux. À l'exemple, on peut prendre ce qu'on appelle l'électronique de grand public. Il y a eu depuis quelques décennies, il y a toujours régulièrement des nouveaux produits qui sont lancés, des innovations technologiques, parfois même des découvertes scientifiques, qui amènent des innovations technologiques et qui amènent à la création de produits nouveaux qui sont vendus, promus à grand renfort de publicité. On peut vaguement se rappeler, penser à la télévision en noir et blanc des années 50, il y a eu une seconde phase dans les années 60 où ça a été la télévision en couleur, hein, peut-être que les années 70, un peu plus trop. Ensuite, si on passe sur télévision, après plus récemment, il y a eu les écrans plats, hein, mais il y a eu aussi autour de ça différents procédés d'enregistrement. Il y avait eu des vidéocassettes, qui étaient une innovation spectaculaire dans les années 60 et qui sont devenus rapidement obsolètes. Hein. Ensuite, il y a eu le CD-ROM, le DVD-ROM, la bande, l'étude intermédiaire, etc. Et puis il y a toujours, maintenant les écrans sont de plus en plus grands avec des technologies différentes. Donc il y a continuellement des nouveaux produits. Bon, avec la téléphonie, c'est aussi spectaculaire, on peut multiplier les écrans. Donc j'ai dit que les échanges de produits manufacturés étaient au cœur de la mondialisation, que leur croissance s'explique par l'augmentation de la production et de la consommation, notamment la multiplication des produits nouveaux, et aussi, c'est ça que je voulais ajouter, par l'augmentation du commerce qu'on peut appeler intra-firme, pardon. Et puis là, c'est ce que j'ai appelé la semaine dernière l'internationalisation de la production. Deuxième élément d'explication pour comprendre pourquoi le commerce des produits manufacturés augmente autant, c'est qu'il y a eu un essor considérable du commerce intra-firme. Pardon, ça fait deux fois. Donc intra, ça veut dire à l'intérieur. Et firme, c'est un mot qu'on a l'habitude d'employer, même si c'est peu un anglicisme, il veut dire entreprise, mais en français, souvent on utilise firme lorsqu'on veut dire grosse entreprise. Autrement dit, on en parlera prochainement, firme multinationale. Donc le commerce intra-firme,
ce sont les échanges qui se font à l'intérieur d'une même firme multinationale, qui se font entre les filiales de cette firme et qui relèvent du processus d'internationalisation de la production, ce dont je vous ai déjà parlé, comme vous savez de toute façon, hein, c'est-à-dire que de plus en plus de produits sont fabriqués à partir d'éléments, de pièces, de composants qui sont vendus différents, qui sont fabriqués dans des pays différents. Il faut évidemment échanger ça. Donc, c'est un commerce très particulier à l'intérieur d'une même entreprise ou société. Mais, comme il suppose le franchissement des frontières, il est compté dans le commerce international. Donc, si vous voulez, la seule activité des multinationales en tant que multinationales, elle explique une bonne part de l'augmentation des échanges commerciaux. C'est une raison de plus pour laquelle on peut dire que ces échanges de produits manufacturés sont vraiment au cœur de la mondialisation, à la fois par la quantité et par les raisons qui les expliquent. Et donc, ça, je pense que je vous l'ai écrit, non, je ne l'ai pas écrit. Par exemple, c'est la 380. Comment? Par exemple, pour la 380. Voilà, oui, on peut multiplier des exemples. La 380, les Airbus en général, hein, mais spécialement la 380. Au départ, l'entreprise Airbus, elle a été conçue comme ça, hein, comme étant une entreprise à fonction plusieurs États. Bon. C'est un exemple un peu particulier aussi parce que justement c'est une activité dans laquelle les États sont directement partie prenante, c'est pas seulement une activité qui relève des entreprises privées de l'industrie. Mais voilà. Par exemple, la plupart des produits que nous consommons, y compris des produits agroalimentaires, hein, qui supposent de l'emballage, qui ne sont pas fabriqués au même endroit, pour rappeler c'est un nettement blanc, là, c'est-à-dire je crois que c'est des chips, des choses comme les pommes de terre, ça suppose une pratique considérable pour assimiler les produits de base, les traiter ailleurs, l'emballage est fait ici, en fait. Bon. On estime à plus d'un tiers du commerce international, le seul commerce intra-firme. Et on me parle, je vais arrêter de crier parce que plus du tiers, un peu plus du tiers du commerce mondial correspond au commerce intra-firme. Un pourcentage, c'est un pourcentage, tout ça. Quel pourcentage encore? 35. Ah. 30. Vous êtes fâché avec l'Arménie, Ben 33,33. Non, n'écrivez pas ça parce que c'est approximatif, je sais plus. 35%, plus du tiers. Non mais, quand on dit plus du tiers, on ne dit pas 35% ni 33%. Hein, parce que si on dit 33%, on est dans la précision. Quand on dit plus du tiers, la formulation même plus du tiers, elle suggère bien qu'on est dans un ordre de grandeur, pas dans un chiffre précis là pour le coup. D'accord? Parfois c'est nécessaire d'avoir des chiffres précis, et d'autres fois, des ordres de grandeur, c'est sûr. Parce qu'en fait, que ça soit 35 ou 36%, ça ne va absolument pas changer la corrélation. Même si c'était que 30%, on dirait déjà que c'est beaucoup. Et en plus, c'est pas facile de faire des statistiques là-dessus. Donc, au niveau des chiffres, justement, retenez celui-là. Retenez aussi ce que j'ai écrit à la fin de chaque alinéa, là. Hein. Les produits primaires, environ 12% des exportations mondiales. Les produits manufacturés, environ 65%. Et il va nous rester, cela on ne le mettra pas, dans le petit 2, les services. Les flux de services. Les services qui sont des biens immatériels. Bon,
autre chose encore dans le vocabulaire. Les services, ça recouvre toutes les activités économiques, toutes les activités de production, toutes les activités économiques qui produisent des biens non matériels. C'est-à-dire que non. Une bonne part de ces services sont devenus des marchandises. C'est-à-dire qu'ils font l'objet de transactions marchandes, d'achat et de vente, et ils occupent une part croissante dans le commerce, dans la valeur du commerce international. Alors là, c'est évident qu'on ne peut compter qu'en valeur, hein, les services. En volume, ça sera encore plus difficile. Donc, les services correspondent à la production de biens non matériels. Ils occupent une part croissante du commerce international. Environ 23% des exportations se détruisent. Oui, mais ceux qui sont comptés dans les exportations mondiales, ils sont déjà marchandisés. Ah non, mais je dicte pas, donc je ne peux pas répéter ça, c'est certain. Hein. Je ne pourrais pas vous répéter les phrases, c'est à vous de recomposer la phrase. Je peux vous redire l'idée, mais ce ne sera pas un traducteur. Vous passez d'un truc à un autre, vous revenez, et vous passez le truc. Pas beaucoup quand même. Je répète. Non, mais je suis d'accord que c'est pas facile. Voilà, Donc c'est pour vous dire. Donc les services. Je ne dicte pas, hein. Donc vous écoutez, je réexplique si vous voulez, ensuite vous complétez vos notes. Donc je pense que vous avez bien compris que les services comme activité économique, ils correspondent à des biens non matériels. Et l'autre chose que j'ai dit, pour remonter, c'est qu'ils occupent une part croissante du commerce mondial ou des exportations mondiales et ça revient en même temps. C'est bon là, pour l'instant? Alors, maintenant, regardons de plus près en quoi ça consiste. Et on peut partir de ce que je vous ai écrit. Donc, les services, cela recouvre des activités extrêmement variées. Ils peuvent utiliser des infrastructures, des matériaux, des outils importants, mais dont l'essentiel de production ne consiste pas en biens matériels. Les services, c'est pas non plus complètement dématérialisé. Un exemple évident, c'est plus un exemple. Dans toutes les activités en général aujourd'hui, dans la plupart des activités, et plus particulièrement dans les activités de service, on utilise des ordinateurs. Les ordinateurs, ben, ça a une matérialité. Hein, la production d'ordinateurs, la mise au rebut d'ordinateurs, par exemple, ça a une empreinte écologique pas du tout négligeable. C'est une activité très importante. Ça, c'est important, hein, comme on remarque. On en reparlera avec les transports. Parce qu'on a souvent l'idée, on nous entretient dans l'illusion que beaucoup de choses sont complètement dématérialisées, c'est-à-dire que les communications via le téléphone sans fil et les échanges Internet, notamment hein, par Internet, seraient dématérialisés. Mais il y a les ordinateurs, hein, et c'est pas négligeable, hein, vous savez que le recyclage est un des énormes problèmes écologiques et de santé. Et puis il y a plus que ça même, hein, même ces réseaux qui ont l'air non matériels, hein, ces réseaux d'information et de communication qui ne passent pas par des câbles mais par des ondes. Déjà les ondes existent, c'est pas, on ne les voit pas mais
On pourrait les percevoir, qu'elles sont les perçoivent de toute façon. Et puis surtout, il y a des infrastructures à la base pour les émettre. Des infrastructures qui peuvent être très importantes. Des antennes, des émetteurs, mais aussi d'énormes centres de calcul qui font fonctionner Internet, des centres de calcul, des nœuds matériels sur les réseaux, etc. Donc c'est pas parce qu'on ne voit pas la matérialité qu'elle n'existe pas. Donc ça, c'est une remarque qu'on va faire. Donc les services, ils utilisent des moyens matériels pour travailler, pour être produits. Mais le bien qu'ils produisent au final, celui qui est destiné à être vendu, il n'a pas vraiment de matérialité. Donc ce sont en particulier les services aux entreprises, notamment de plus en plus des services informatiques qui sont de plus en plus externalisés, c'est-à-dire que les entreprises confient la gestion de la veille, les relations avec leurs clients, etc., à d'autres entreprises qui sont spécialisées dans la fourniture de services et qui de plus en plus souvent se trouvent dans d'autres pays. Des centres d'appel délocalisés, comme on dit. L'Inde est devenue un grand producteur de services informatiques aux entreprises, etc. Ça recouvre cette réalité-là. Ça recouvre aussi les services financiers qui sont importants. Ça recouvre un certain nombre de services liés au tourisme international qui a été mentionné tout à l'heure. Et ça peut recouvrir, ça va recouvrir de plus en plus de services, d'activités qui étaient jusque-là restés hors de ce qu'on appelle les services marchands, qui étaient des services non marchands, et je citais tout à l'heure comme exemple un peu emblématique, c'est plus un exemple de l'éducation et de la santé. C'est-à-dire qu'il y a, ça a commencé tout petit avec ce dont nous parlions tout à l'heure pendant le tutorat, les petits bouquins d'aide à la préparation du bac, fait en marge en plus de l'enseignement public. Il y a aujourd'hui dans l'enseignement de plus en plus de choses qui se développent sur Internet. Alors en même temps, des questions de plus en plus de photographie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les mots. Ça veut dire un truc du genre massive, online, open, je sais pas quoi, là c'est gratuit, mais derrière il y a comment les services payants. Donc ça c'est une autre caractéristique de la mondialisation contemporaine, la part croissante des services dans les échanges commerciaux. Vous avez peut-être entendu parler d'économie de la connaissance. C'était un slogan, parce que c'est un slogan qui était très à la mode il y a 2-3 ans, qu'on entend encore. Les pays anciennement grandes puissances, comme les pays européens, qui ont des difficultés industrielles, devraient, une vision, se développer du côté de l'économie de la connaissance, d'où l'importance de la formation, d'où le fait que les pouvoirs publics interviennent dans la formation, d'où le fait qu'il y a des soumis pour que vous puissiez préparer les eux, que vous soyez plus diplômés et que vous puissiez participer plus efficacement à cette économie de la connaissance. C'est-à-dire une économie qui de plus en plus fonctionne sur des productions de biens non matériels. Bon, donc en résumé, c'est du bien ensemble. À propos des flux des marchandises en général, les deux idées majeures, c'est dans les biens matériels la part croissante des produits manufacturés, et l'autre idée, c'est dans les marchandises la part croissante des services. Donc je vous ai cherché un ordre de grandeur que j'ai écrit à la fin. En 2011, la valeur des exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux, donc de marchandises au sens strict et de services commerciaux, autrement dit marchandises au sens large, a été d'environ 22 000 milliards de dollars. Bon, c'est difficile à se représenter, mais voilà. Ça serait comparé avec d'autres.
Alors, tant que j'en suis au vocabulaire, une dernière remarque. Donc là, vous avez appris au revu, hein, on classe les marchandises, on s'inscrit dans deux grandes catégories, produits primaires, produits manufacturés, qu'on peut parler aussi de marchandises qui sont des biens immatériels, ce sont les services commerciaux, on dit aussi les services marchands. Vous aviez certainement déjà entendu parler du secteur primaire, du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Alors, c'est pas strictement équivalent à ça, mais ça va. Donc, vous pouvez vous mettre peut-être un petit nota bene, NB, notez bien. NB, j'ai vu ça, NB, ça veut dire, c'est l'abréviation pour nota bene, qui veut dire en latin, notez bien. Remarque, voilà, l'équivalent en français, ça veut dire remarque. Cette remarque est celle-ci. On classe souvent les activités économiques en trois grands secteurs. Secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc on retrouve là-dedans, primaire notamment, hein, donc on retrouve là des notions qu'on a utilisées pour classer les marchandises. Mais c'est pas tout à fait équivalent, c'est pour ça que je vais le préciser. Alors, pour vous le rappeler, c'est pas trop compliqué, il y a une logique, si vous voulez. La primaire, ça serait la base, ce qu'on commence à avoir, hein, puis secondaire en transport, mais tertiaire encore davantage. Donc, le secteur primaire, vous pouvez vous dire grosso modo que c'est celui qui recouvre tout ce qui est production de produits primaires. L'agriculture, la pêche. Donc, le secteur primaire est celui de la production des produits primaires. Mais il faut nuancer. Donc, soit c'est tous les produits primaires, la logique c'est presque, on prend dans la nature et on transforme à peine, c'est le secteur primaire. Mais, en fait, souvent, maintenant, on met dans le secteur secondaire ce qu'on appelle les industries extractives, c'est-à-dire la production des minerais, des matières premières. Donc en fait, le plus souvent maintenant, le secteur primaire, c'est agriculture, y compris élevage. Quand on dit agriculture sans préciser, on comprend l'élevage. Pêche, et aussi ce qu'on appelle la sylviculture, c'est-à-dire notamment la culture de la forêt, hein, l'exploitation forestière, plantation, abattage des arbres, etc.
Alors, le secteur secondaire, ce sont principalement l'industrie, ou l'industrie. Bon. Si on met la production de minerais, de matières premières, etc. dans le secteur primaire, il va plus rester que l'industrie manufacturière. Et justement, la logique fait considérer que les industries extractives, l'extraction du pétrole, son raffinage, ça ressemble plus à l'industrie plutôt qu'à l'agriculture. C'est ça l'idée. Bon, c'est une logique, il y en a plusieurs. Donc, lorsque on met dans le primaire seulement l'agriculture, la pêche, la sylviculture, tout ça, produit primaire non agricole, ça va dans le secondaire. Donc pour moi c'est clair, mais est-ce que ça l'est pour vous? Ah ça non, c'est jamais la question. Donc ce sont les industries extractives, extraction non extrait et manufacturière. C'est sûr que on n'a pas trop parlé, donc on ne parlera pas beaucoup, mais c'est quand même extrêmement important. Ce qu'on appelle en abrégé le BTP, bâtiment et travaux publics. Tout ce qui est construction. Donc construction de bâtiments, certes, mais aussi construction de routes, construction de ponts, construction de ports, de canaux, etc. Et il reste tout le reste dans le tertiaire. Et tout le reste, en fait, c'est de la production non matérielle, donc les services, marchands et non marchands. Excusez-moi. Il y a les extractions donc, de minerais, vous dites que vous mettez dans le secteur secondaire, mais là, sur la fiche, vous avez mis dans le secteur primaire, vu que c'est le fixe des produits primaires. Déjà sur la fiche, il n'y a pas de secteur d'activité. C'est pas tout à fait la même chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, secteur d'activité économique, c'est pas des produits. Je vais même enlever ça pour faire plus clair. C'est cohérent, puisque les produits primaires, je les ai mis avec les industries extractives. Donc ça, ce sont les secteurs. Ce ne sont pas les produits, c'est les secteurs d'activité. Je sais que c'est pas évident, mais c'est pour ça que je vais un peu insister. C'est proche, mais c'est un petit peu différent. Si vous voulez, les produits primaires que j'ai mis là sur la fiche, ils se répartissent entre le secteur primaire pour les produits agricoles et le secteur secondaire, quand ce sont des produits qui vont être utilisés par l'industrie. Voilà. Donc, autrefois, les produits primaires utilisés par l'industrie, on les mettait dans le secteur primaire toujours. Maintenant, pas toujours. Vous pouvez trouver les choses un peu différentes. Donc, les services, on peut préciser, même si ça peut être compris dans les services, le commerce. On peut dire que c'est un service, on peut le considérer à part. Et il faut ajouter les activités de transport. Elles sont aussi très importantes. Donc, voilà. Donc, je sais que c'était un peu facile, c'est pas trop rigolo, mais c'est des choses pour qu'ensuite on puisse aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en plus, c'est pas un vocabulaire extrêmement bien fixé. Donc, dans des lectures, éventuellement, vous pouvez trouver d'autres choses. J'en profite pour dire, rappeler à tout le monde quelque chose que j'ai dit tout à l'heure dans le forum. Par rapport au vocabulaire, vous avez différents moyens de vérifier.
Sur la plateforme Ibris, nous vous avons mis un petit glossaire. Il y a pas mal de notions et de mots qu'on utilise dans les cours de géographie. Dans les liens sur Internet que nous vous avons mis aussi sur Ibris, il y a par exemple le lien direct vers le dictionnaire, je ne sais pas s'il y a le lien direct d'ailleurs, peut-être pas, mais vous trouvez facilement le dictionnaire sur le site d'Alternative économique. Alternative économique, la même chose que la revue qui vous est souvent recommandée pour les cours d'économie. Et là, il y a un dictionnaire assez intéressant aussi, plus approfondi que celui que nous vous proposons. Donc, par rapport à ce genre de notions, commencez par ces deux dictionnaires avant d'aller chercher le petit. Voilà. Donc, si c'est à peu près clair, nous passons à la deuxième partie sur les sortes d'un type assez particulier, les flux de capitaux. Ah, non. Il y a trop de choses à dire là. Non, pardon. C'est pas fini, on remonte ça. Donc, ces flux de marchandises, et on n'a pas regardé encore vraiment les flux. Là. Le dernier point, 3. La carte des flux. Donc, je vous ai préparé, je vous ai mis là le carte du commerce mondial de marchandises. Si on avait pu être dans la salle d'amont, je vous aurais montré d'autres cartes de flux, mais en fait, là, ce sont les marchandises qui nous intéressent. Je vous mettrai de toute façon les cartes sur Ibris. Et elles seront un petit peu plus lisibles parce qu'il y a des couleurs un peu plus claires que là. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais surtout, on ne voit pas le fond. Vous avez en pages sur l'original les dessins des continents. Là, ils ont disparu carrément à la photographie. Donc, l'idée générale, c'est que ces flux sont nombreux. Tout à l'heure, des flux nombreux. Mais en même temps, des flux qui sont concentrés. Alors, regardez cette carte et essayez de voir, de relever ce qu'elle montre. L'idée étant qu'il y a des phénomènes importants qui se voient plus facilement avec une carte qu'en faisant un long discours. Mais il faut en même temps que vous puissiez les voir, sinon il faudra faire un peu de discours si vous ne les voyez pas sur la carte. Il faut que vous, si vous voulez, vous arriviez à faire le discours qui lit la carte. Vous comprenez ce que je veux dire? Et imaginons, si vous voulez, que parmi nous, ça arrive certaines années, qu'il y ait parmi vous un étudiant malvoyant et que vous lisiez en quelque sorte la carte. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce qu'elle montre? Alors, avant de se lancer, il faut bien regarder notamment la légende. La légende, c'est ce qui donne le code qui nous explique à quoi correspondent les signes qui sont sur la carte. Bon, une précision, le plus souvent encore, quand il y a marchandises sans précision, c'est marchandises sans strict. Ici, c'est marchandises sans strict, c'est-à-dire biens matériels, pas les biens immatériels. Donc, vous dites ce que vous voyez. Et qui saute aux yeux d'abord. Il y a 3 grands pôles, voilà. On peut même dire que les flux sont polarisés. C'est une expression qui s'emploie que vous pouvez écrire. Les flux sont polarisés. Et on peut même ajouter polarisés par la triade.
Ça veut dire que les pôles des flux, c'est avant tout la triade. Je vais vous rappeler ce que c'est. Alors, la triade avec une majuscule comme un nom propre. Donc, il apparaît 3 pôles majeurs qui correspondent justement à ce qu'on appelle la triade. L'Union européenne, Amérique du Nord, Asie, remarque, le troisième pôle de la triade, c'est pas l'Asie dans son entier, hein, c'est l'Asie de l'Est. Je vous en reparlerai. Mais là, il semble que ce soit toute l'Asie qui a été prise ensemble. L'Asie, c'est très vaste, vous regarderez les cartes, c'est pas seulement l'Asie de l'Est, ni même seulement l'Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est. Triade, c'est simplement, c'est un mot, il va falloir bientôt le laisser tomber, sans doute, hein, ça sera mieux parce que vous interprétez les valeurs qu'il y en a. Triade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont 3. Hein, qu'il y a 3 régions du monde qui dominent le monde et tout particulièrement l'économie mondiale et qui, en particulier, polarisent les flux commerciaux. Hein, c'est-à-dire qu'une grande partie des flux part de l'un de ces 3 pôles où ils reviennent. Et même on peut ajouter qu'une grande partie des flux se fait entre ces 3 pôles. Vous voyez que les flèches les plus larges, ce sont celles qui vont de l'Asie vers l'Amérique du Nord et de l'Asie vers l'Union européenne. Les échanges se font intra-régional, c'est ça qui fait la taille des... Voilà. Alors il y a une autre information là, hein, qui n'est pas représentée comme flux parce qu'on n'a pas de flèche, c'est le commerce intra-régional au sens de à l'intérieur d'une même région du monde. Et notamment à l'intérieur de ces 3 pôles de la triade. On voit très clairement que l'Union européenne, elle apparaît comme le pôle majeur des échanges mondiaux. Elle est représentée par un préconcept. Pourquoi? En raison des échanges à l'intérieur de l'Union européenne entre pays membres. Les échanges entre les pays membres de l'Union européenne, ils ne sont pas représentés par des flèches sur la carte, mais ils sont représentés en faisant en augmentant la surface du cercle du disque, hein, puisque c'est une surface Union européenne. D'accord? Alors, on peut tenir des discours contradictoires à propos de l'Union européenne. Si on considère que c'est l'ensemble d'États complètement indépendants les uns des autres, on va dire la région majeure du commerce international dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'Union européenne. C'est ce que montre la carte. Par contre, et ça c'est pas représenté par les gens, si on considère l'Union européenne comme une entité homogène, comme un tout, si on l'en prend sur le même plan que les États-Unis, l'Union européenne. Là, on va pas compter le commerce interne à l'Union européenne. On va compter uniquement le commerce entre l'Union européenne et des pays hors l'Union. Là, sa place va être beaucoup moins grande. D'accord? Ce qui fait le rang important de l'Union européenne dans le commerce international, c'est en particulier le commerce interne. Alors, il nous montre ces 2 ou 3 choses en même temps. Hein. Elle nous montre la carte. Donc, elle nous montre l'importance de la polarisation des flux par la triade hein, et l'importance de ces 3 pôles. Mais en même temps, il y a quand même un grand nombre de flèches en dehors de celles qui concernent directement la triade. Donc on voit quand même l'existence de pôles secondaires et de flux très nombreux. Et ça on en reparlera parce que la même carte établie avec des données de 10 ans avant, elle présentait beaucoup moins de petits flux. D'autant plus que si vous avez vu la légende, vous avez vu que seules les valeurs supérieures à 20 milliards de dollars sont représentées. En fait, les flux vraiment petits collectivement, ils ne sont pas sur la carte. Tous ceux qui sont sur la carte sont déjà importants. Donc c'est une dernière chose importante qu'il faut remarquer. Le fait que malgré tout, il n'y a pas que la triade, il y a d'autres pôles du commerce mondial et d'autres flux qui se font entre les 3 pôles de la triade. Alors CEI, ça y est là, CEI, vous avez compris. CEI,
CEI, c'est pour communauté des États indépendants, ça s'emploie pas beaucoup. Hein. C'est en fait c'est l'entité qui a été mise en avant après la dislocation de l'URSS, lorsque la Russie s'est efforcée de conserver une entité. Ça existe sur le plan économique, hein. C'est la Russie et les États qui pouvaient anciennement, après ça tout d'ailleurs, hein, mais une bonne part des États qui faisaient partie de l'ancienne. Et l'ancienne URSS, c'est les précédents, c'est donc, deuxième point, l'histoire des flux de capitaux. Alors pour illustrer ce qui concerne les flux de capitaux, je ne sais pas exactement les flux, hein, mais à propos des capitaux, j'ai une autre carte sur une carte qui montre les principales bourses financières du monde, qui est pas du tout à apprendre, justement, qui montre une prolifération qui avait l'intérêt de montrer une évolution, hein, c'est-à-dire le déclin relatif des vieilles classes financières, si on peut dire, et la montée de nouvelles, en particulier en Asie du Sud-Est. Donc je vous mettrai ça sur Iris et je vous mettrai également une carte, je crois que j'avais une carte des échanges de produits agricoles, précise donc l'échange de marchandises. Plus, et c'est pour la suite, quelque chose qui n'est pas exactement des cartes, c'est une sorte de carte des flux internet, qui est assez intéressante aussi, celle-là pour le coup est beaucoup plus concentrée pour la revue que les marchandises. Alors, les capitaux. Donc, les capitaux font aussi l'objet d'échanges internationaux qui sont en croissance rapide. Donc, augmentation forte des échanges, autrement dit de la circulation internationale des capitaux. Selon une logique surtout spéculative. Augmentation importante de la circulation des capitaux selon une logique surtout spéculative. Donc, augmentation de la circulation, des échanges, ça veut dire donc qu'il y a des flux internationaux de capitaux, ça veut plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire logique spéculative? Qu'est-ce que ça veut dire spéculation? Faire des projets, faire des je sais pas, comment faut expliquer. Du Paris, on peut dire. Oui, c'est ça. Alors, la logique spéculative, c'est celle selon laquelle on effectue des transactions. Transaction, c'est un terme général qui veut dire vente et achat. Donc, logique selon laquelle on effectue des transactions, ici des transactions financières. Dans la perspective d'une variation de prix, c'est ce que vous disiez avec l'hypothèse, voire le pari que le prix va varier, soit à la hausse, soit à la baisse. Logique selon laquelle on effectue des transactions dans la perspective d'une variation de prix, entre parenthèses, à la hausse ou à la baisse. Dans l'objectif, dans le but de réaliser un gain en capital.
Un gain en capital. Donc, de fait, vous pouvez l'ajouter, là, il s'agit de la recherche d'un profit à court terme. Cette recherche d'un profit à court terme qui ne correspond pas à la production de biens et de services. Cette recherche d'un profit à court terme qui ne correspond pas à la production de biens ou de services. C'est ça en fait qui est au cœur de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une grande partie de ces capitaux qui circulent, une grande partie, c'est une grande partie c'est une grande partie de cette circulation est complètement loin de ce qui se passe dans ce qu'on appelle parfois l'économie réelle, c'est-à-dire la production de biens ou de services. Et comment c'est possible? C'est aussi parce que justement il existe cette logique spéculative, cette possibilité que vous échangez des capitaux, d'acheter ou de vendre en particulier des actions, dans le but de réaliser du profit, parce qu'on va essayer de les acheter pas cher et de les vendre moins cher. Indépendamment de tout processus de production. Pas tout à fait indépendamment, ça a des répercussions, vous le savez bien, hein, puisque justement il s'agit d'augmenter le profit des actionnaires. On vient à réel. Il y a la productivité, c'est cette logique, hein, c'est la généralisation de cette logique spéculative hein, qui explique pour une large part la considérable augmentation de la circulation des capitaux, dont l'intensification des flux de capitaux. On peut ajouter à cela, mais on en reparlera à propos des transports et des communications. Hein, de même, la circulation des marchandises, elle est facilitée par certains moyens de transport, par l'abaissement du coût de transport permis en partie par des innovations technologiques, évidemment. Bon, la circulation des capitaux, elle est facilitée par les moyens de télécommunication contemporains, hein, notamment par Internet, qui permet de faire ces transactions, comme on dit dans le jargon aujourd'hui, en temps réel. Hein, c'est-à-dire sans qu'il y ait un délai. Et en plus, on a toujours un espace possible pour ces transactions, hein, parce que, étant donné que les bourses financières importantes se sont multipliées, il y en a en fait dans toutes les régions du monde, et donc 24 heures, il n'y a jamais, sur 24 heures, il n'y a jamais de moment où toutes les bourses importantes soient fermées. Donc il y a toujours, ça contribue à augmenter encore cette sorte de, j'allais dire, cette frénésie spéculative, qui est illustrée, qui est montrée, on voit parfois à la télé, on voit l'agitation dans une salle qui devient quand même souvent une salle avec des ordinateurs, des traders qui s'activent et s'expressent à faire des trucs à toute vitesse, hein, avec 36 millions sur de la tête et les voilà, hein, c'est ça la circulation des capitaux, selon cette logique spéculative. En outre, et c'est le deuxième point, hein, cette circulation des capitaux, elle est globalement peu contrôlée par les États. Ce qui renforce encore hein, la propension à la circulation frénétique. Peut encadrer par les lois, en fait, le droit. Oui, il y a les deux. Effectivement, il y a deux aspects. On va dire peu contrôler, on va peut-être préciser avec la notion de paradis fiscal, de paradis fiscaux. Hein. Oui, mais vous avez raison, mais les lois sont faites par les États quand même. Hein. Ouais. Et ouais. Comment on explique cela? Parce que vous donnez un titre de la circulation des capitaux et tout contrôlé, mais comment on explique? Comment on explique
Mais cette circulation, elle est d'autant plus importante qu'elle est contrôlée, elle est facile, si vous voulez. Elle est facilitée par la faiblesse des contrôles, par la faiblesse des freins législatifs et des contrôles effectifs. Bon, ça va pas. La circulation. Oui, facilitée par la faiblesse des contrôles. Par la faiblesse des. Alors. C'est quoi un paradis fiscal? Ben, c'est un territoire sur lequel. Donc, alors, encore, pour articuler les idées, donc l'existence de paradis fiscaux rend compte de ce faible contrôle. Donc, qu'est-ce que c'est un paradis fiscal? C'est au moins un territoire où l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus, bénéfices des entreprises ou revenus en général, où l'impôt, la taxation en général, est faible, voire nulle, pour ce qu'on appelle les non-résidents du territoire. C'est un paradis fiscal au sens précis, c'est un territoire sur lequel l'impôt sur les revenus et les bénéfices est faible, voire nul, voire peu, c'est pas le verbe voire, c'est voire peu avec un mot à la fin, voire nul. Pour les non-résidents, c'est-à-dire ceux qui ne résident pas, qui ne sont pas des citoyens du territoire. 10 minutes. Exemple, l'île anglo-normande de Jersey, et exemple aussi dans une certaine mesure la Suisse et le Luxembourg, exemple les îles Bermudes, dans l'océan Nord, au large des États-Unis. D'accord. C'est pas un paradis fiscal l'Angleterre, mais il y a beaucoup moins de revenus. Il y a beaucoup moins de taxes. Si on ajoute à la définition autre chose, au sens très strict, dans les paradis fiscaux en général, les pouvoirs publics sont peu coopératifs pour fournir des informations aux autres États. Les pouvoirs publics peu coopératifs, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un secret bancaire, par exemple. Dans zone de devoir, on ne va pas développer ça, on va donner des exemples. Dans zone de devoir, vous êtes censé savoir ce que c'est qu'un paradis fiscal. On ne va pas développer en disant que c'est... Non. Alors, il y a des définitions, il y a une acception du paradis fiscal. Qui désigne par paradis fiscal, les endroits où les entreprises, les grandes entreprises, préférentiellement, les gens qui ont de gros revenus, choisissent de placer une bonne partie de leur capitaux. Et bien, il y a des classements de paradis fiscaux qui mettent en premier lieu les États-Unis. On peut chercher d'autres principes du exemple sur les paradis fiscaux, mais pour les déplacements, où on a les États-Unis, des États bien installés. Donc c'est pas que des repères de mafieux, les paradis fiscaux. C'est même pas tellement ça finalement. La Suisse, c'est pas toujours considéré que c'était un repère de mafieux. Donc voilà, l'aspect peu coopératif, c'est à nuancer. Donc la définition la plus générale, c'est un territoire où il est particulièrement intéressant de placer ses capitaux, parce qu'on ne va pas vous demander grand-chose sur leur origine, et on ne va pas vous faire payer beaucoup d'impôts sur vos bénéfices ou vos revenus. Ça veut dire ça. C'est de cette façon-là, donc, oui, je vais vous montrer comment, une bonne part du bénéfice réalisé par les entreprises françaises et les entreprises en France, par exemple, échappe à tout impôt, puisqu'il est passé de telle sorte que c'est possible. Et donc, et cela n'est pas forcément en marge de la légalité. Il y a peu de contrôle, mais il y a peu aussi de. Souvent, il existe. Dans de nombreux cas, on s'aperçoit que
La façon dont les transactions sont faites, et donc vraiment les façons. Pourquoi? Parce que ça dépend de puissance, ça dépend historiquement des circonstances dans lesquelles c'est mis en place cela, ou inversement, l'impôt est devenu important au cours du XXe siècle, et plus particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, dans les États qui se sont efforcés de mettre en place ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire le fait que l'État, au niveau central, joue un rôle actif dans la redistribution des revenus. Schématiquement, l'État prélève les impôts aux plus riches pour redistribuer, soit directement aux plus pauvres sous forme d'aide personnelle, soit aussi et surtout pour contribuer à ce qui est utile à tous, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, de manière générale, les États où les impôts sont faibles, ce sont les États où la puissance publique intervient très peu sur cela. Donc, il n'y a pas de redistribution, ou donc, a priori, les inégalités de revenus, les inégalités en termes de sont encore plus importantes qu'ailleurs. Tendance générale, c'est alors même dans les États comme la France, où auparavant, il y avait une état-providence relativement Après, il y a des cas très particuliers, justement, ces petits territoires indo-normands, italiens, Monaco, bon, ils ont des histoires assez singulières. On voit, oui, alors il y a aussi des paradis fiscaux qui échappent à la définition la plus restrictive que j'ai donnée, parce que c'est pour les résidents qui sont paradis, donc on essaie d'y résider. La Belgique, par exemple, pouvant être, d'une certaine façon, un paradis fiscal par rapport à la France. D'autres questions, on a? Alors, on peut avoir le temps de finir, et on va pas avoir le temps en particulier de traiter la question de l'immigration. Donc, on peut quand même commencer par la question de l'immigration, Donc j'ai précisé tout à l'heure au début qu'il faut faire attention et éviter absolument de parler d'échange à propos de migration, dans la mesure où ce terme d'échange, nous l'utilisions a priori pour tout le monde, c'est-à-dire pour renvoyer à des échanges commerciaux. Par contre, à propos de migration, on peut parler de flux, parce qu'on vient des courants de déplacement. Des échanges de main-d'œuvre. Oui, c'est vrai que si on prend le mot échange dans la langue française au niveau général, on pourrait parler d'échange, mais il y a quand même un sens supplémentaire à l'échange, ça suppose des choses comme ça. Je conçois pourquoi on parle d'échange parfois à propos de migration, je vous conseille évidemment de l'éviter parce que ça demanderait à être précisé et discuté à chaque fois. Ça va compliquer les choses. Autant éviter de parler d'échange, donc on va dire les migrations, mais on peut dire aussi, on aura à dire, les flux migratoires. C'est ça qu'on dit aussi, les flux migratoires. Alors, d'abord, je vous ai dit attention au vocabulaire. Donc, émigré, immigré, migrant, on pourrait dire, etc. Donc, la même personne est nécessairement à la fois émigré et immigré. Ça vous va, c'est plus simple? Donc, émigré, avec le préfixe et comme ex, comme extérieur. Un émigré,
c'est vu du pays de départ, hein, quelqu'un qui est parti à l'extérieur, dans un autre pays. Cette même personne vue du pays d'arrivée, hein, parce qu'il vaut mieux dire pays d'arrivée que pays d'accueil, parce que le mot accueil a une connotation positive, ne se retrouve pas dans les conditions d'arrivée qui sont peut-être un peu migrantes. Donc, du point de vue du pays d'arrivée, la même personne est immigrée. In comme elle, comme il, comme intérieur. Elle est entrée. D'accord? Ça, c'est par le déplacement d'esprit. Hein, quand la personne n'est pas vraiment stabilisée, on parle souvent de migrants. Hein. D'ailleurs, on dit des migrants clandestins, hein, qui, quand ils vont arriver, qui sont partis depuis longtemps pour les différentes étapes, etc. Le migrant, il est en train d'effectuer la migration. Il n'est pas vraiment achevé. Ces termes-là ne disent rien de la nationalité, du moins par rapport au droit français tel qu'il est encore. C'est-à-dire que c'est pas équivalent à l'étranger, pas l'étranger, etc. Pour autre point de vocabulaire de plus reforme, on dit deux sols migratoires. Hein. On aura parlé de temps en temps de sols migratoires pour un pays donné, c'est-à-dire des différences entre le nombre de personnes qui sont entrées dans le pays et le nombre de personnes qui sont sorties. Hein, on parle du sol, mais c'est le sol, le mot masculin, pour désigner ces différences. Parfois, on a encore aussi le mot balance, hein, la balance. Donc, c'est aussi pour le commerce, d'ailleurs, la balance commerciale et les choses. Alors, par rapport aux migrations, je vous ai donné ce dernier schéma, hein, c'est juste une carte, c'est une méthode de schéma, des groupes de migrants internationaux. Et ce schéma, il est important parce qu'il met bien à l'évidence que l'immigration à partir des pays du Sud vers les pays du Nord sont certes importantes, évaluées à 70 millions de personnes pour le milieu des années 2000, mais elles ne sont pas les seules, hein, et elles sont équivalentes en fait aux migrations internationales internes, c'est-à-dire entre pays. La peine est plus importante que l'immigration entre pays. Donc ceci amène à relativiser fortement les discours sur la croissance des migrations internationales et du sud vers le nord. Donc je crois qu'il faut s'arrêter, on en reparlera. Et si vous avez le temps d'étudier ce document de